Le soleil de l'après-midi tapait sur ce modeste quartier de banlieue de la banlieue rurale du Texas, près de la frontière mexicaine. Evie Marlowe ajustait son chapeau de soleil, debout dans le jardin de la maison familiale des Rodriguez, regardant les enfants jouer et les adultes se mélanger à la fête d'anniversaire du jeune Tommy Rodriguez. À 60 ans, Evie affichait encore une grâce gracieuse, même si les décennies avaient creusé de fines rides autour de ses yeux, des yeux qui avaient passé d'innombrables heures à scruter les visages dans la foule, toujours à la recherche. Son mari Walter, de 2 ans son aîné, discutait avec quelques hommes près du barbecue. Ils étaient arrivés 1 heure plus tôt, se joignant à la fête comme le faisait le quartier depuis des générations. La chanson d'anniversaire avait été chantée, les bougies soufflées et le gâteau distribué. Les enfants jouaient maintenant librement tandis que les adultes discutaient tranquillement. Evie écoutait vaguement l'histoire de son jardin racontée par sa voisine Martha lorsqu'un mouvement à la porte-fenêtre attira son attention. Un homme qu'elle ne connaissait pas entra dans le jardin, tenant la main d'un jeune garçon d'environ 8 ans. « Désolé pour le retard », annonça l'homme à voix basse. « Il s'est passé quelque chose à la maison. » Le garçon se libéra aussitôt de l'emprise de son père et se précipita vers les autres enfants qui jouaient dans la cour. Alors qu'il passait en courant, Evie se figea. L'enfant portait une salopette à carreaux verts avec des bretelles jaunes vives sur une chemise à manches longues, ses cheveux noirs bouclés rebondissaient à chaque mouvement. Quelque chose dans cette combinaison frappa Evie comme un coup de poing. Sans s'excuser de la conversation, elle traversa rapidement la cour, le cœur battant la chamade. Elle tendit la main et saisit l'épaule du garçon, le faisant pivoter vers elle. « Où as-tu trouvé ces vêtements ?» demanda-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Sa main se porta instinctivement vers ses cheveux bouclés. Les yeux du garçon s'écarquillèrent d'inquiétude, il se dégagea de son emprise et courut vers son père. « Papa, papa !» cria-t-il d'une voix aiguë, pleine de peur. L'homme leva les yeux, inquiet, et se dirigea aussitôt vers Evie, figée sur place, légèrement tremblante. « Tout va bien ?» demanda-t-il en posant une main protectrice sur l'épaule de son fils. Son ton était plus curieux qu'accusateur, mais son langage corporel trahissait clairement son inquiétude. « Elle m'a touché », dit le garçon en se serrant contre son père. « Elle m'a fait peur. » L'expression de l'homme se durcit légèrement. « Que se passe-t-il ? Pourquoi as-tu attrapé mon fils ?» Evie ouvrit la bouche, mais ne prononça aucun mot. Elle tendit à nouveau la main vers les vêtements du garçon, ses doigts s'arrêtant avant de le toucher. « Ces vêtements, où les as-tu trouvés ? » « Pardon ?» L'homme s'interposa entre Evie et son fils. « Quel est votre problème, madame ?» Walter apparut aux côtés d'Evie, suivi de plusieurs voisins qui avaient remarqué le vacarme. Il entoura les épaules de sa femme d'un bras protecteur, observant la scène d'un rapide coup d'œil. « Je suis désolé », dit Walter d'une voix ferme malgré le léger tremblement de sa main. « Ma femme ne voulait pas faire de mal. » Il regarda le garçon, et Evie sentit sa main se raidir à côté d'elle. « La tenue de votre fils, elle ressemble beaucoup à celle de nos garçons. » Les yeux de l'homme s'écarquillèrent. « Nos fils, c'étaient des triplés. Ils ont disparu il y a 30 ans. Ils portaient des salopettes vertes à carreaux, exactement comme ça, avec des bretelles jaunes et des manches longues. Ça a dû choquer ma femme. » Les voisins murmurèrent, compréhensifs. Madame Rodriguez, l'organisatrice de la fête, s'avança. « C'est vrai, dit-elle doucement à l'homme. Les frères Marlowe ont disparu en 1981, une terrible tragédie. Tout le quartier les a recherchés pendant des semaines. » L'expression de l'homme s'adoucit aussitôt. « Je suis vraiment désolé, je n'en savais rien. » Il baissa les yeux vers les vêtements de son fils. « Je les ai achetés il y a des mois dans un grand magasin. Je ne me souviens plus exactement quand. » Evie, toujours abasourdie, supplia, « S'il te plaît, pourrais-je juste regarder les vêtements ? Je veux juste voir si c'est la même marque. » Walter la retint doucement. « Evie, ma chérie, ce garçon n'est ni Lucas, ni Noah, ni Gabriel. Ne le contrarions pas davantage. » Il se tourna vers l'homme. « Je m'excuse pour ma femme.
Ça a été difficile. Madame Rodriguez toucha le bras d'Evie. Evie, ma chérie, tu es si pâle. Tu devrais peut-être rentrer te reposer. Walter hocha la tête avec reconnaissance. Oui, je pense que c'est mieux. Il remercia l'hôte, les excusa et salua respectueusement le père et le fils. J'aurais aimé qu'on se rencontre dans de meilleures circonstances, dit l'homme avec sincérité. Honnêtement, je n'en avais aucune idée. On est nouveau dans le quartier et on pensait qu'assister à la fête d'anniversaire serait une bonne façon de faire connaissance. Ce n'est pas ta faute, lui assura Walter en guidant Evie hors du jardin, la soutenant pendant qu'il parcourait les 3 pâtés de maison qui les séparaient de chez eux. Une fois à l'intérieur, il l'aida à s'asseoir sur le canapé et alla à la cuisine préparer du thé. À son retour, il l'aida à prendre une gorgée de la tasse fumante. Les yeux d'Evie se remplirent de larmes. « Je ne voulais pas effrayer ce petit garçon, dit-elle d'une voix brisée. C'est juste que, quand j'ai vu ses vêtements. » Walter hocha la tête, assis à côté d'elle. « Je sais. Tu as fait une crise d'angoisse. Ce n'est rien. Je ne peux pas les oublier, Walter, dit Evie, les larmes aux yeux. Même après 30 ans, je me sens tellement gêné de toujours ressasser le passé et de mettre tout le monde mal à l'aise. Nous n'avons pas à oublier nos fils, dit Walter fermement. J'ai été choqué aussi en voyant les vêtements de ce garçon. Ils étaient si semblables, salopette à carreaux verts, bretelles jaunes, manches longues. Evie se redressa. Je veux revoir leurs photos, Walter, celle où il porte ses vêtements. Walter hésita. Ils sont dans la boîte au grenier. On ne l'a pas ouverte depuis plus de 20 ans. S'il vous plaît, dit Evie. Si ça peut m'aider à me calmer. Walter soupira mais hocha la tête. Je vais te la chercher. Il disparut à l'étage, et Evie entendit ses pas au-dessus de sa tête, puis le grincement de l'échelle du grenier. Quelques minutes plus tard, il revint avec un carton poussiéreux. Il le posa sur la table basse et essuya la poussière avec un essuie-mains. Ensemble, ils ouvrirent le couvercle, révélant les effets personnels soigneusement conservés de leur triplé disparu. Evie et Walter sortirent délicatement les objets de la boîte, les manipulant comme s'ils étaient en verre, des petits jouets, des gants de baseball, 3 ours en peluche identiques, des devoirs ornés d'étoiles dorées et de smileys, chaque objet étant un souvenir préservé de l'enfance tronquée de leur fils. L'album photo devrait être en bas, dit Walter d'une voix rauque d'émotion. On l'a emballé en dernier. Alors qu'il retirait la dernière couche de souvenirs, l'album relié en cuir apparut. Walter le souleva délicatement et le posa sur ses genoux. La couverture était lisse après des années de manipulation, même si elle n'avait pas été touchée depuis des décennies. Ils s'installèrent côte à côte sur le canapé tandis que Walter ouvrait l'album. Les premières pages montraient 3 nouveau-nés identiques à l'hôpital, puis 3 tout petits faisant leurs premiers pas, et des fêtes d'anniversaire où les bougies étaient soufflées en parfaite synchronisation. Ils étaient toujours en parfaite harmonie, murmura Evie en passant du doigt une photo des garçons construisant un château de sable à la plage. Walter tourna lentement les pages, et ils s'arrêtèrent à chaque image, se remémorant les histoires qui se cachaient derrière. Ils arrivèrent alors à la photo qu'ils cherchaient, les triplés debout devant leur maison, vêtus de leurs salopettes à carreaux verts avec des bretelles jaunes sur des chemises à manches longues, souriant. Les bras largement autour des épaules de l'autre, cette photo a été prise le matin de leur disparition, exactement 1 heure avant leur départ, dit doucement Walter. Evie hocha la tête et se pencha pour examiner la salopette. Regarde, dit Walter. Le garçon à la fête, ses vêtements sont similaires, mais différents. La nuance de vert est différente, les nôtres font plus vintage, tandis que les siens sont plus modernes, et les carreaux sont plus fins. Sur notre photo, les bretelles sont également différentes, un concept similaire, mais clairement pas les mêmes vêtements. Evie se frotta les yeux et soupira. Je me sens mal d'avoir réagi face à ce pauvre garçon et à son père. Comment s'appelait-il déjà? Walter répondit, le garçon s'appelle Malvin et son père Rowan. Ils sont assez récents dans le quartier, ils ont emménagé il y a environ 3 mois, je crois. Je devrais m'excuser plus tard,
dit Evoli en secouant la tête. J'ai dû terrifier cet enfant. Ils continuèrent à regarder la photo, se remémorant ce dernier jour. Walter sourit lorsqu'Evoli raconta comment Gabriel avait insisté pour porter sa salopette à l'envers jusqu'à ce qu'elle le convainque du contraire, et comment Noah avait déjà réussi à se tacher le genou avant le petit déjeuner. Alors que Walter se versait une autre tasse de thé, Evoli lui donna soudain un coup de coude, le faisant presque renverser. « Walter, regarde le fond », dit-elle d'un ton pressant. « N'est-ce pas la Cadillac dont Lucas était un grand fan ?» Walter posa la théière et observa la photo. À l'arrière-plan, partiellement visible au bord du cadre, se trouvait l'avant d'une Cadillac brun rougeâtre garée de l'autre côté de la rue. « Tu as raison », dit-il lentement, tandis que des souvenirs refaient surface. Lucas était obsédé par les voitures, surtout celle-là. Les garçons suppliaient de pouvoir regarder à l'intérieur dès qu'ils la voyaient. « C'est la Cadillac de Monsieur Howard Fielding », dit Evoli d'une voix plus intense. « C'était notre professeur. Tu te souviens qu'il la conduisait rarement ? Il nous a dit que c'était son bien le plus précieux. Tout le monde dans la communauté scolaire connaissait cette voiture. » Walter acquiesça. Les enfants ont trouvé que c'était la chose la plus incroyable qu'ils aient jamais vue. « On était une communauté tellement soudée à l'époque, » murmura Evoli. Tout le monde se connaissait, et Monsieur Howard était un homme tellement gentil. Les enfants l'adoraient. Elle retourna la photo, vérifiant s'il y avait des notes, puis la regarda de nouveau de plus près. « Êtes-vous absolument sûr que cette photo a été prise le jour de leur disparition ? » « Oui. »« Pourquoi ? » ?»« Parce que Monsieur Howard avait déménagé à ce moment-là, » dit Evoli en fronçant les sourcils. « Tu te souviens comme tous les parents étaient tristes quand il a changé d'école ? Les enfants l'aimaient tellement qu'on lui a organisé une fête d'adieu à l'école la veille de son départ. » Walter fronça les sourcils. « Je suis sûr que cette photo a été prise le matin de leur disparition, ils ont disparu dans l'après-midi. »« Mais c'est étrange, » insista Evoli. Monsieur Howard aurait déménagé une semaine avant la disparition des garçons, alors comment sa Cadillac a-t-elle pu être garée là sur la photo ? Walter mit l'album de côté et fouilla à nouveau dans la boîte, cherchant les objets déjà retirés. Il trouva enfin ce qu'il cherchait, l'enveloppe photo Kodak originale contenant encore les négatifs. La date de développement était clairement indiquée à l'extérieur. « Regarde », dit-il en montrant la date à Evoli. Ça le confirme. La pellicule a été développée 2 jours après leur disparition. Elles ont bien été prises ce matin-là. Evoli se frotta les bras, soudain transi malgré la chaleur de la pièce. Si c'était bien la voiture de Monsieur Howard, il avait peut-être vu quelque chose de suspect dans le quartier ce jour-là. La police l'aurait interrogé ou elle marqua une pause mais ils n'ont jamais parlé d'interroger le professeur, ce qui signifie qu'il avait bel et bien disparu avant la disparition des garçons. Walter remarqua l'agitation croissante d'Evoli et posa doucement une main sur son épaule. Evoli, ça pourrait être une coïncidence. Ce n'est peut-être même pas la Cadillac de Monsieur Howard, elle aurait pu appartenir à n'importe qui. Mais je ne me souviens de personne d'autre dans le quartier qui possédait une Cadillac. On était très proche de tout le monde, on l'aurait su, rétorqua Evoli. Peut-être qu'il n'appartenait pas à un habitant du coin. Il aurait pu s'agir d'un visiteur chez un voisin, suggéra Walter avec raison. Ne réfléchis pas trop, ma chérie. La police a examiné toutes nos photos de famille, y compris celle-ci. Ils ont interrogé tout le monde et suivi toutes les pistes. Si c'était la Cadillac de Monsieur Howard, ils auraient remarqué la plaque d'immatriculation et nous l'auraient confirmé. Evoli prit une grande inspiration tandis que Walter la pressait d'accepter une autre gorgée de thé. La chaleur sembla la calmer légèrement. « Tu as raison, » dit-elle finalement. « Ce n'est probablement rien. » Walter hocha la tête avec soulagement et referma l'album photo. Evoli avait retiré la photo, souhaitant la garder précieusement. Ensemble, ils commencèrent à remettre délicatement les objets dans la boîte, chaque souvenir étant un fragment de la vie de leur fils et de l'avenir qui leur était destiné. Après avoir tout remis dans le carton, Walter jeta un coup d'œil à l'horloge ornée sur la cheminée et se leva d'un bond. « Mon Dieu,
J'ai complètement perdu la notion du temps. J'ai rendez-vous aujourd'hui à 11h50, et il est déjà 11h30. On est samedi, et la clinique n'ouvre que jusqu'à 13h. Evoli leva les yeux de l'album photo, surpris. J'ai complètement oublié de te le rappeler. Le docteur Matthews n'aime pas que ses patients soient en retard. Elle a rapidement aidé Walter à rassembler ce dont il avait besoin, sa carte d'assurance maladie, la liste des médicaments qu'il prenait et le journal dans lequel il avait noté ses mesures de tension artérielle. En 5 minutes, Walter était prêt à partir. « Tu es sûr que ça ira tout seul ?» demanda-t-il en s'arrêtant à la porte. « Ça ira » lui assura Evoli. « Je vais préparer le déjeuner, peut-être faire une sieste cet après-midi, et le dîner sera prêt à ton retour. Ne t'inquiète pas pour moi. » Walter hocha la tête, l'embrassa sur la joue et se précipita vers la voiture. Après son départ, Evoli alla dans leur chambre et prit son téléphone sur la table de nuit. Il y avait un SMS de Louise Mitchell, une vieille amie qui avait travaillé au conseil scolaire pendant près de 30 ans avant de prendre sa retraite. La réunion annuelle des retraités du district scolaire aura lieu le mois prochain. J'espère vous y voir, toi et Walter. Vous nous manquez tous les deux. Evoli était assise au bord du lit, les yeux fixés sur le message. Louise connaissait Howard Fielding professionnellement, elle avait peut-être des informations à son sujet. Bien qu'Evoli ne veuille pas soupçonner Monsieur Howard, il avait été un professeur si gentil et merveilleux, elle ne parvenait pas à se défaire de l'étrange sentiment et des questions qui l'envahissaient depuis qu'elle avait aperçu la Cadillac sur la photo. Impulsivement, elle saisit les coordonnées de Louise et l'appela. « Evoli, quelle merveilleuse surprise !» répondit Louise chaleureusement. « As-tu reçu mon message concernant les retrouvailles ? » « Oui, j'y suis. Walter et moi allons essayer d'y arriver, » dit Evoli. « Comment vas-tu, Louise ? » « Ça fait trop longtemps. » Ils passèrent plusieurs minutes à discuter, échangeant des nouvelles de leurs amis communs et de leur santé et de leur famille. Finalement, Evoli orienta la conversation vers la véritable raison de son appel. « Vous souvenez-vous de Monsieur Howard Fielding ? Il enseignait à l'école élémentaire d'Oak Ridge au début des années 80. » « Howard ? Bien sûr que je me souviens de lui, c'était un professeur tellement talentueux. Les enfants et les parents l'adoraient. »« Sais-tu où il est maintenant ? » demanda Evoli, essayant de paraître décontracté. « Je me souviens qu'il a déménagé, mais je ne me souviens plus exactement où, » dit Louise après une pause. « En fait, Evoli, je crois que tu te trompes. Howard n'a jamais continué à enseigner, du moins pas dans le système scolaire public. Il n'a jamais déposé de demande de transfert vers un autre district ou État. » Evoli se redressa. « Il ne l'a pas fait ? Mais on lui a fait une fête d'adieu, il a annoncé à tout le monde qu'il allait enseigner dans une autre école. » « Non, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Peut-être qu'il plaisantait en disant ça ou tu sais comment il était, » dit Louise. « D'après ce que j'ai entendu, il a déménagé dans une région reculée du Texas et a créé une ferme caritative privée pour les enfants d'immigrés ou une ferme. »« Une ferme ?» répéta Evoli, perplexe. « J'ai toujours cru qu'il avait déménagé dans un autre État pour enseigner. »« Non, rien de tout ça, » lui assura Louise. « Attendez, quelqu'un m'a parlé de son endroit il y a quelques mois. Laisse-moi réfléchir. Ah. Je m'en souviens maintenant. Ça s'appelle Howard S. Haven for Hope. Le havre d'espoir d'Howard, répéta Evoli en mémorisant le nom. Pourquoi poses-tu soudain des questions sur Howard ? demanda Louise. Evoli hésita. Je viens de me rappeler qu'il avait une Cadillac, et j'en ai vu une similaire sur une vieille photo de famille. Oh oui, il avait bien cette magnifique Cadillac, confirma Louise. Mais il la prenait rarement en voiture, il préférait utiliser son autre voiture pour ses déplacements quotidiens. Cette Cadillac était sa fierté, plus une pièce maîtresse qu'un moyen de transport. Te souviens-tu exactement quand Howard a quitté la ville ? demanda Evoli, le cœur battant plus vite. Louise soupira. C'était il y a si longtemps, Evoli. Je ne pourrais vraiment pas en être certaine. Après avoir raccroché,
Evoli s'est immédiatement rendue à l'ordinateur du petit bureau et a cherché « Howard S. Haven for Hope ». Elle a trouvé un site web simple, avec peu d'informations. La bannière de la page d'accueil montrait des jeunes hommes et des garçons souriants travaillant dans une ferme, la plupart semblaient d'origine espagnole ou mexicaine, avec les cheveux noirs et la peau bronzée. Elle a parcouru la galerie de photos, mais rien ne semblait inhabituel ou suspect. Au contraire, les images représentaient un environnement apparemment positif et stimulant. Howard semblait faire du bon travail, offrir des opportunités aux enfants immigrés. La page de profil présentait une courte biographie, mentionnant son expérience d'enseignant en primaire et sa passion pour le travail avec les enfants. La mission de la ferme mettait l'accent sur l'éducation, le soutien et la création de parcours de réussite pour les jeunes immigrants. Evoli trouva l'adresse de la ferme et une adresse e-mail, mais pas de numéro de téléphone. Elle fixa l'écran, réfléchissant à sa prochaine action. Il serait peut-être bon de revoir Monsieur Howard pour voir ce qu'il faisait. Elle pourrait peut-être lui montrer la photo et lui demander si la Cadillac était à lui. En regardant l'heure 11h45, Evoli réalisa qu'elle pouvait encore arriver à l'adresse aujourd'hui. Ce n'était qu'à 1h30 de route. Si elle partait bientôt, elle pourrait atteindre la ferme en début d'après-midi, avec encore beaucoup de lumière. Elle prit son téléphone et appela Walter à la clinique. « Walter, comment se passe ton rendez-vous » demanda-t-elle. « Je suis toujours en salle d'attente » répondit-il. « Tout va bien ?»« Oui, mais j'ai trouvé des informations intéressantes. » Evie expliqua ce que Louise lui avait dit à propos de la ferme d'Howard. « J'aimerais y aller aujourd'hui. »« Walter, veux-tu venir avec moi ?» Il y eut un silence. « Je ne sais pas, Evie. Je m'inquiète un peu pour toi, tu sembles obsédé par cette coïncidence avec la Cadillac. »« Je vais bien, lui assura-t-elle. Je ne veux pas trop y penser ni nourrir de rancune envers Monsieur Howard. Il a toujours été si gentil. La ferme caritative a l'air intéressante, et ce serait bien de le revoir après toutes ces années. » D'accord, acquiesça Walter. Mais on devrait d'abord l'appeler pour lui dire qu'on arrive. Je n'ai pas trouvé de numéro de téléphone, juste une adresse e-mail. Je vais envoyer un message, mais ils ne le verront peut-être pas avant notre arrivée. Ils convinrent de se retrouver à la clinique, située sur le chemin de la ferme. Walter terminerait son rendez-vous et Evie prendrait le bus pour le rejoindre. « Je pars tout de suite » dit Evie en attrapant déjà son sac à main. « À bientôt. » Evoli quitta la maison avec détermination, verrouillant la porte derrière elle et marchant d'un pas rapide jusqu'à l'arrêt de bus, 3 pâtés de maison plus loin. La chaleur texane s'intensifiait à mesure que la journée avançait, et elle fut soulagée que le bus arrive juste au moment où elle arrivait à l'arrêt. Le trajet de 15 minutes jusqu'à la clinique passa rapidement, l'esprit d'Evie bouillonnant de questions sur Howard Fielding et sa Cadillac. À sa descente du bus, une jeune femme portant un chapeau de paille et un t-shirt jaune vif lui tendit un dépliant coloré. « Foire agricole du comté cette semaine », annonça joyeusement la femme avant de passer au passager suivant. Evie jeta un coup d'œil au dépliant en se dirigeant vers la clinique. Il annonçait un événement agricole d'une semaine qui avait débuté la veille, avec des activités différentes chaque jour et un marché de producteurs et divers concours pendant le week-end. Elle remarqua le gros caractère annonçant une vente aux enchères spéciales ce jour-là, non loin de la ferme d'Howard. « Intéressant », murmura-t-elle en glissant le dépliant dans son sac à main alors qu'elle s'approchait de l'entrée de la clinique. À l'intérieur, elle trouva Walter à la caisse, en train de régler sa quote-part pour le rendez-vous. Il sourit en la voyant. « C'est le moment idéal », a-t-il dit. « Le docteur Matthews dit que tout va bien, ma tension artérielle a baissé depuis qu'ils ont ajusté mon traitement. »« C'est une merveilleuse nouvelle », répondit Evie, sincèrement soulagée. « Es-tu prête pour notre petite aventure ?» Bientôt, ils étaient dans la berline de Walter, suivant les indications du GPS en direction du refuge d'espoir d'Howard. Au fil de la route, le paysage changeait progressivement, passant de quartiers suburbains à des terres agricoles de plus en plus rurales. « Une réponse à votre courriel ?» demanda Walter, les yeux rivés sur la route. « Non, rien », répondit Evie.
Elle sortit le prospectus de son sac. Mais regarde ça. Je l'ai acheté à l'arrêt de bus. Il y a un grand événement agricole cette semaine. Aujourd'hui, il y a une vente aux enchères non loin de la ferme d'Howard. Walter jeta un bref coup d'œil au dépliant. Je me demande si Howard sera présent à cet événement. C'est possible. Evoli acquiesça en étudiant la carte sur le dépliant. Le lieu de la vente aux enchères se trouve dans la même zone que sa ferme, juste à une adresse différente. Commençons par visiter sa ferme, comme prévu. Bien sûr, suggéra Walter. On pourra toujours aller voir la vente aux enchères après. Après avoir roulé plus d'1 heure à travers une campagne de plus en plus reculée, ils s'engagèrent sur un long chemin de gravier marqué d'un simple panneau en bois, le havre d'espoir d'Howard. L'allée menait à un groupe de bâtiments, une grande ferme, plusieurs granges et ce qui semblait être des dortoirs. L'endroit semblait calme, peu de monde visible. Alors qu'il se garait et sortait de la voiture, un jeune homme est sorti d'une des granges. « Bonjour », cria Walter en faisant un signe de la main. Le jeune homme, hispanique, probablement âgé d'une vingtaine d'années, s'est approché avec un sourire amical. « Bonjour. Puis-je vous aider ? » « Nous recherchons Howard Fielding, » dit Evie. « Est-ce sa ferme ? » ?»« Oui, c'est chez Monsieur Fielding, » confirma le jeune homme. « Avez-vous rendez-vous avec lui ? » Walter secoua la tête. « Pas vraiment. Nous sommes de vieux amis, de l'époque où Howard était enseignant. Nous avons envoyé un courriel à l'adresse indiquée sur le site web. » Le visage du jeune homme s'éclaircit. « Oh, c'est l'ancienne adresse email. Nous en avons changé le mois dernier, mais le site web n'a pas encore été mis à jour. Je suis désolé. Monsieur Fielding n'est pas là. Lui, la plupart de nos employés et nos enfants sont allés à la fête agricole du comté. Il y a une vente aux enchères aujourd'hui, et nous tenons également un stand pour promouvoir notre programme caritatif. » « Oui, nous venons d'apprendre l'incident, » dit Evie, essayant de cacher sa déception. Elle se tourna vers la voiture, prête à partir. « Attends, » dit Walter en posant une main sur son bras. Il se tourna vers le jeune homme. « Puisque nous sommes déjà là, serait-il possible de visiter un peu la ferme ? Nous aimerions voir ce qu'Howard a construit ici. » Le jeune homme hésita. « Laissez-moi vérifier auprès du superviseur de service un instant, s'il vous plaît. » Il s'éloigna, sortit un téléphone et engagea une brève conversation. À son retour, il souriait. « Très bien. Je serai ravi de vous faire visiter les lieux pendant les 30 prochaines minutes. » Ils le suivirent à travers la propriété. Il leur montra les granges où il gardait le bétail, les écuries et les champs où il cultivait diverses cultures. Tout au long de la visite, il leur expliqua leur programme caritatif, comment ils aidaient les enfants immigrés à se familiariser avec l'agriculture et l'élevage tout en leur fournissant éducation et soutien. « C'est l'une de nos granges spéciales, » a déclaré le jeune homme alors qu'il s'approchait d'une structure colorée avec des œuvres d'art d'enfants peintes sur les murs. Sur le sentier rocailleux au sommet, Sarah s'agenouilla près de la terre nue. Elle remarqua quelque chose d'étrange, une rangée de galets disposés en demi-cercle, chacun marqué d'une tache de peinture bleue. Elle reconnut la peinture du nécessaire de dessin trouvé dans le sac à dos en lambeaux. Les garçons avaient-ils laissé un écriteau, ou quelqu'un d'autre était-il venu plus tard? De retour à son appartement, Sarah examina l'épreuve. Elle cartographia les emplacements, la tente, le sac à dos, la cabine téléphonique, les pierres peintes. Le motif était désordonné, mais il y avait une étrange symétrie, un triangle reliant le campement, le poste de garde et une cabane de chasse désaffectée plus loin dans le champ de tir. Le lendemain matin, elle partit avant l'aube, déterminée à retrouver la cabane. Lorsqu'elle y parvint enfin, la lumière du soleil filtrait à travers les vitres brisées sur le plancher pourri. La poussière tourbillonnait dans l'air, et le faisceau de la lampe de poche de Sarah révéla 3 initiales gravées dans le bois, M.C.O. Mark, Evan, Chris. À côté des initiales, une date, le 8 juin 1987, le lendemain de la disparition des garçons. Son cœur battait fort tandis qu'elle prenait des photos,
époussetait les photos et trouvait une vieille boîte de conserve remplie de bouts de papier. Les mots étaient désespérés, écrits d'une autre écriture, on est arrivé, on attend les secours. Ne nous oubliez pas, un mot se détachait, à l'encre verte tremblante, j'ai vu quelqu'un dehors. Il est dangereux de partir pour l'instant. L'épreuve était accablante, les garçons avaient survécu à la première nuit ou peut-être plus au cachet dans la cabane abandonnée, attendant des secours qui ne sont jamais venus. Quelqu'un ou quelque chose les avait retenus là, ou les avait chassés plus profondément dans la nature. Lorsque Sarah revint à Bishop avec ses découvertes, les familles se réunirent à nouveau. Les larmes coulèrent à flots, mêlant chagrin et gratitude. Ils savaient enfin que l'histoire des garçons ne s'était pas terminée cette première nuit d'orage. Ils s'étaient battus pour survivre, pour rentrer chez eux. Mais une question subsistait, qui ou quoi les avait empêchés de revenir? La tente, le triangle d'indices, l'étrange observateur silencieux dans les bois, tout cela révélait des secrets encore enfouis dans les montagnes. Alors que le soleil se couchait sur Bishop, peignant les sommets d'or et de cramoisi, les chercheurs ont juré de continuer à chercher jusqu'à ce que chaque réponse, chaque dernier secret, soit enfin rapporté à la maison. À la fin de l'été, la nouvelle de la découverte de Sarah se répandit comme une traînée de poudre dans la ville. La cabane, ses initiales, les mots désespérés, les pierres peintes en bleu devinrent des points de convergence d'espoir et de chagrin. Pour la première fois depuis des années, les familles eurent l'impression de se rapprocher de la vérité sur ce qui s'était passé dans ces montagnes impitoyables. Donna Bennett se tenait sur son porche, serrant contre elle les photos de Sarah où étaient gravées les initiales. Les larmes lui montaient aux yeux, non seulement de chagrin, mais aussi de soulagement de savoir enfin que son fils et ses amis avaient survécu plus longtemps qu'on ne l'aurait imaginé. Les équipes de la presse locale se sont rendues à Bishop pour documenter le mystère qui se déroulait, mais Sarah restait insatisfaite. Trop de questions subsistaient, qui était la mystérieuse silhouette aperçue près du campement? Pourquoi les appels à l'aide des garçons n'avaient-ils pas été entendus? Que s'était-il passé après la fin des messages désespérés? Poussée par une responsabilité sans cesse renouvelée, Sarah retrouva le garde forestier Jim Marlowe, dont la santé déclinait, mais la mémoire était intacte. Ensemble, ils étudièrent de vieux journaux de bord, des rapports de police et des relevés météorologiques. Une tendance se dessina, une série de disparitions non élucidées et d'observations étranges dans cette partie de la Sierra Nevada, toutes survenues lors de violentes tempêtes, remontant à près de 40 ans. Sarah décida de marcher une dernière fois jusqu'au chalet avant que les neiges hivernales ne ferment l'école. Elle fut rejointe par Jesse, le jeune frère de Marco tout petit en 1987, mais hanté par le mystère. Tout au long de l'ascension, Jesse raconta des anecdotes familiales dont il se souvenait à peine, l'obstination de Mark, le goût des farces d'Evan, l'obsession de Chris pour les étoiles. La douleur de l'ignorance était encore vive, mais la randonnée devint un acte de clôture. Au chalet, ils découvrirent de nouvelles preuves, une petite chaussure d'enfant, incroyablement propre compte tenu de son âge, cachée derrière une chaise effondrée. À l'intérieur, Sarah trouva un bout de papier délavé sur lequel était griffonné un nom, Evan. L'écriture correspondait aux notes désespérées. Il y avait aussi une page déchirée d'une carte locale, marquée d'un sentier s'enfonçant plus profondément dans les montagnes, vers une ancienne galerie minière oubliée. De retour à Bishop, Sarah collabora avec le bureau du shérif pour organiser une dernière recherche. La zone autour du tunnel était isolée, dangereuse et abandonnée depuis la fin des années 1950, mais les preuves étaient trop convaincantes pour être ignorées. L'équipe de recherche partit tôt, bravant les rochers glissants et l'air raréfié. Alors qu'ils approchaient de l'entrée du tunnel, Jessie se figea, fixant un morceau de tissu accroché à une ronce ou une bande bleue assortie aux vestes des garçons de ce dernier jour. À l'intérieur, des rayons de soleil perçaient l'obscurité, illuminant un abri de fortune, des couvertures en lambeaux, une vieille lampe de poche et d'autres bouts de papier. Cette fois, les notes parlaient de peur, d'épuisement et d'espoir. La dernière, écrite d'une main tremblante, disait « Nous entendons des voix. Nous tenterons d'atteindre la crête à l'aube. » La réaction de la communauté fut intense et complexe. Certains étaient reconnaissants d'avoir pu tourner la page, d'autres furieux de la lenteur de l'enquête.
le shérif promit de maintenir l'enquête ouverte. Pour les familles, la douleur de la perte était aggravée par la douce amère conscience que les garçons avaient failli s'échapper. À la tombée de la nuit, Donna alluma une bougie à sa fenêtre. Partout à Bishop, d'autres firent de même, rendant un hommage silencieux à Mark, Evan, Chris et à toutes les âmes perdues qui attendent encore que leur histoire soit racontée. Dans les jours qui suivirent, Bishop fut saisi par de sombres réflexions et des questions sans réponse. Les journaux titrèrent tour à tour triomphe et suspicions renouvelées concernant la disparition des garçons. Les médias nationaux intervinrent brièvement, interviewant les Bennett, les Hawthorne et les Sanders, tandis que le bureau du shérif était submergé d'informations et de théories farfelues. La découverte de l'abri de fortune des garçons et de leurs dernières notes raviva l'intérêt du public et amplifia la tragédie qui perdurait depuis plus d'une décennie. Sarah se retrouva malgré elle sous les projecteurs. Elle accorda des interviews sincères, soulignant non seulement le mystère, mais aussi l'humanité de Mark, Evan et Chris, leur soif d'aventure, la détermination de leur famille et l'espoir inébranlable qui avait entretenu leur mémoire. Les caméras et les cars de reportage se sont rapidement éloignés, mais le poids des découvertes et de l'incertitude pesait lourdement sur la ville. Le bureau du shérif, stimulé par une attention renouvelée, a fait appel à des spécialistes de la police scientifique pour analyser chaque élément de preuve. L'ADN a confirmé la présence des garçons, mais aucun reste humain n'a jamais été retrouvé. Certains habitants s'accrochaient aux rumeurs selon lesquelles un ou plusieurs garçons auraient pu survivre, soulignant le manque de certitude des notes et l'absence de preuves définitives. Les plus rationnels. Des voix, dont celle du garde forestier Harlow, ont tenté d'orienter doucement le récit vers l'acceptation. Parfois, les montagnes gardent leurs secrets, a-t-il déclaré aux journalistes. Mais nous devons à ces familles de continuer à poser des questions. Pendant ce temps, Jesse, le frère de Mark, se plongeait dans la vieille carte qu'ils avaient trouvée, obsédé par la compréhension des derniers déplacements du garçon. Avec l'aide de Sarah, il recoupa les marquages avec des cartes topographiques actualisées et reconstitua un itinéraire qui menait au-delà du tunnel minier, remontait une étroite crête, traversait un ruisseau et pénétrait dans une étendue de forêt quasiment impraticable en cas d'orage. Jesse et Sarah se lancèrent dans une dernière expédition, accompagnés de 2 adjoints et d'un bénévole de l'équipe locale de recherche et de sauvetage. Le voyage fut éprouvant, des pierres se déposèrent sous leurs bottes et les fourrés déchirèrent leurs vêtements. Le groupe grimpa jusqu'à ce que les arbres se clairsemèrent et que le vent se fasse plus violent. Au pied d'un ravin escarpé, ils découvrirent ce qui semblait être un abri de neige effondrée, branches et bâches abîmées par les intempéries étaient méconnaissables. Sous les débris, Jesse trouva une boîte à lunch en métal, cabossée et rouillée, avec les initiales CS gravées sur le couvercle. À l'intérieur se trouvait une photo Polaroid, décolorée mais reconnaissable entre mille. Mark, Evan et Chris souriaient à l'objectif, des nuages d'orage se profilant derrière eux. La photo fit la une des journaux dès sa publication. Pour les familles, c'était un lien ultime et tangible avec leur fils disparu, un aperçu d'eux ensemble, se préparant à affronter la tempête avec une sorte de défi juvénile. Cette image est devenue un symbole à Bishop, un rappel que même dans les moments les plus sombres, l'espoir et le souvenir perduraient. Mais des questions subsistaient. Pourquoi personne n'avait-il trouvé l'abri de neige avant? Était-ce simplement la malchance en montagne, le terrain changeant, ou y avait-il autre chose en jeu? Alors que l'hiver approchait à nouveau, Sarah se tenait sur sa véranda et regardait tomber les premiers flocons, pensant aux garçons, au mystère et au silence implacable de la Sierra Nevada. Les semaines qui ont suivi la découverte du Polaroid ont été une période d'émotions contradictoires pour les 3 familles et pour Bishop dans son ensemble. D'une certaine manière, il y avait du réconfort, une sorte de conclusion, le sentiment que Mark, Evan et Chris n'avaient pas simplement disparu. Mais pour beaucoup, et surtout pour les familles, l'absence de réponse claire a laissé une douleur qu'aucun titre de journal n'a pu apaiser. Sous la pression des médias et de la communauté, le bureau du shérif a officiellement déclaré les garçons perdus par les éléments, invoquant les preuves accablantes de leur lutte pour la survie. Mais Jesse et Sarah n'étaient pas satisfaits. Ensemble, ils ont établi une chronologie méticuleuse, la dernière observation confirmée au début du sentier, la tente retrouvée dans le ravin, les messages et les initiales gravées dans les arbres, la cabane cachée,
l'abri de neige et enfin le Polaroid. Ils ont passé de longues heures à la table de la cuisine, avec des cartes et des impressions, à retracer les itinéraires et à revisiter les témoignages. Pourquoi les garçons avaient-ils quitté la tente? Qu'est-ce qui les avait attirés plus loin dans les montagnes, loin du sentier qu'ils connaissaient si bien? C'est Sarah qui avait trouvé cette note oubliée dans un coin d'un rapport de police. Le sujet a affirmé avoir entendu des voix lointaines près d'un ancien puits de mine la nuit de la tempête. L'information avait été écartée à l'époque. Un prospecteur local, légèrement ivre, avait affirmé avoir entendu des enfants appeler à l'aide. Poussés par ce détail, Sarah et Jessie rendirent visite au prospecteur, un homme nerveux nommé Edgar Lane, qui vivait seul à la périphérie de la ville. Edgar était plus âgé maintenant, sa mémoire était moins vive, mais il se souvenait de cette nuit-là. Le vent hurlait, mais je jure les avoir entendus, juste une minute. J'ai rappelé, mais rien. Il leur indiqua le puits, à quelques pas de sa cabane. Ce week-end-là, Jessie, Sarah et le garde forestier Arlo retournèrent sur place et fouillèrent le sol à la recherche d'indices oubliés. C'est Arlo qui remarqua une série de petites pierres régulièrement espacées qui descendaient du bord du puits vers une étroite corniche ou une sorte de sentier, presque trop précis. Au bout, coincé dans les rochers, ils trouvèrent un minuscule sifflet cabossé. C'était celui de Chris, un souvenir de la fête foraine. Le sifflet était le dernier indice physique qu'ils trouveraient sur le monde extérieur. Ce n'était qu'un autre artefact, une confirmation supplémentaire que les garçons s'étaient égarés. Mais pour les familles, c'était tout, un fragment de leur fils, un symbole qu'ils n'avaient pas simplement disparu, qu'ils s'étaient battus jusqu'au bout. À mesure que l'automne s'installait, le silence retomba sur les montagnes et Bishop poursuivit sa route. Mais l'histoire des trois amis devint une partie intégrante de la tradition, racontée autour des feux de camp, racontée par les enseignants aux nouveaux élèves, remémorée par les randonneurs qui passaient devant le départ du sentier et voyaient la plaque portant leur nom. Le mystère demeura une blessure qui ne guérirait jamais complètement, mais aussi un témoignage de la force inébranlable de l'espoir, de l'amitié et de la volonté humaine de se souvenir. Ils s'éloignèrent de la tente et se dirigèrent vers un coin tranquille où ils ne seraient pas entendus. « Walter » murmura Evoli d'une voix tremblante. « Des triplés. Ce sont des triplés, et ils ont l'âge idéal. » Ferdinand a dit, il est avec Howard depuis qu'il a 6 ans. Walter passa une main dans ses cheveux, l'air horrifié. Ce ne peut pas être une coïncidence, la Cadillac sur la photo, l'étrange réaction d'Howard, et maintenant ces trois hommes qui se ressemblent tant. Nos garçons, dit Evie, les larmes aux yeux. Après toutes ces années, aurions-nous enfin pu les retrouver? Ils se précipitèrent vers le parking, cherchant Howard ou Diego du regard, mais ne virent aucun signe de monter dans leur voiture. Walter démarra. « On retourne à la ferme, dit-il fermement, les jointures blanchissant sur le volant. C'est là qu'ils ont le plus de chances d'aller. » Alors qu'ils s'engageaient sur la route, Evie composa le 911. Lorsque le répartiteur répondit, elle demanda à parler à un détective, expliquant qu'il s'agissait d'une affaire non résolue d'enfants disparus datant de 1981. En quelques instants, elle fut mise en relation avec le détective Martinez de l'unité des personnes disparues. « Ça va paraître incroyable, » commença Evie, la voix légèrement tremblante, « mais mon mari et moi croyons avoir retrouvé nos fils disparus il y a 30 ans. » Elle expliqua rapidement tout, la photo avec la Cadillac, la découverte d'Howard Fielding dans sa ferme caritative, et la découverte de 2 hommes apparemment identiques avec un 3e frère absent. Ils paraissent avoir l'âge requis aux 36 ans maintenant et ils ont les mêmes traits que nos garçons. L'homme qui les a prises, Howard Fielding, était leur instituteur, a-t-elle conclu. Il a quitté la salle précipitamment lorsque nous lui avons montré la photo. Je comprends vos inquiétudes, Madame Marlowe, répondit l'inspecteur Martinez calmement mais fermement, mais promettez-moi de ne pas affronter Monsieur Fielding seul une fois arrivé à la ferme. Il est respecté dans la communauté, et nous voulons d'abord l'interroger. Nous recueillons des informations complémentaires et localisons sa résidence privée, et mon équipe s'y rend. J'ai contacté le bureau du shérif, ils arriveront dans 10 minutes. On y est presque, dit Walter en s'engageant sur le chemin de gravier menant au refuge d'espoir d'Howard. Si vous voyez Howard, restez à distance,
prévint l'inspecteur. Son départ prématuré avec l'un de ses hommes est inquiétant, mais avancez prudemment. On le fera, promit Evie, laissant la file ouverte. Ils se garèrent loin des bâtiments principaux, cachés derrière un bosquet d'arbres. Les minutes s'écoulèrent sans aucun signe de mouvement, même si une voiture restait seule sur le parking de la ferme. Après ce qui sembla une éternité, 3 silhouettes apparurent, Howard, Diego et Ferdinand. Ils avancèrent rapidement, chargeant les sacs dans le coffre d'Howard. Ils partent, murmura Evie. Howard, Ferdinand et Diego, ils montent tous dans une voiture. Restez où vous êtes, ordonna Martinez. Nous avons trouvé les registres fonciers de la ferme, elle est enregistrée sous un nom différent de celui d'Howard Fielding. Nous délivrons immédiatement des mandats d'arrêt contre la ferme et sa résidence privée. Alors que la voiture d'Howard s'éloignait, 2 véhicules du shérif ont fait irruption, gyrophares allumés, bloquant la sortie. Les adjoints sont là, a annoncé Evie, le cœur battant. Bien. Reste dans ta voiture jusqu'à ce que je te dise le contraire. À travers le pare-brise, ils virent 4 agents s'approcher du véhicule d'Howard, les mains près de leurs étuis. Howard sortit, les mains levées, le visage empreint de confusion et de colère. Ferdinand et Diego sortirent plus lentement, déconcertés. Un adjoint s'entretint longuement avec Howard, qui fit un geste vers la maison en secouant la tête. L'adjoint, hésitant, jeta un coup d'œil à ses collègues. Sûrement un malentendu, une personnalité respectée. Des bribes de paroles flottaient au gré du vent. Je ne peux plus attendre, dit Evie en rangeant le téléphone dans son sac à main, mais en laissant la ligne ouverte. Ils vont le laisser partir. Avant que Walter ne puisse l'arrêter, elle était sortie de la voiture et s'était dirigée vers le groupe. Walter la suivit précipitamment. Howard Fielding, cria Evie d'une voix plus forte qu'elle ne le pensait. Tout le monde se retourna. Le visage d'Howard s'assombrit lorsqu'il les reconnut. Madame Marlowe, dit un adjoint en s'avançant, veuillez retourner à votre véhicule. On s'occupe de ça. Evoli fouilla dans son sac et en sortit la photo de 1981, la brandissant. Si vous envisagez de laisser partir cet homme, laissez-moi vous montrer quelque chose. Voici mes fils, Lucas, Noah et Gabriel Marlowe. Ils ont disparu il y a 30 ans, le 12 juin 1981. Elle désigna Ferdinand et Diego. En voici 2, juste devant toi. Ferdinand et Diego le fixèrent du regard, la confusion se transformant en stupeur. Ils se rapprochèrent, examinant l'image de 3 garçons identiques en salopette verte à carreaux. C'est nous, dit doucement Ferdinand. Y a-t-il un 3e frère, demanda sèchement un député. Les 2 hommes hochèrent la tête, tout en fixant la photo. Je n'ai rien fait de mal, insista Howard, la voix plus forte. J'ai sauvé ces garçons. Ils étaient abandonnés. C'étaient mes enfants. Ils n'ont pas été abandonnés, dit Evie, la voix brisée. Ils ont disparu alors qu'ils jouaient devant la maison un après-midi. Elle désigna le bord de la photo. C'est ta Cadillac en arrière-plan, n'est-ce pas? La même que tu as toujours? Howard resta silencieux, la mâchoire qui fonctionnait. La Cadillac est dans le garage près de la ferme, dit doucement Diego. Il l'a toujours. Ferdinand regarda Evie, puis Walter. Êtes-vous vraiment nos parents? Oui, dirent-ils à l'unisson, les larmes coulant sur le visage d'Ève, mais nous n'avons jamais été en prison. Cet homme t'a menti tout ce temps. Tu as tellement grandi, comme nous l'avions toujours espéré. Nous avons 36 ans maintenant, dit Diego, essayant de donner un sens à tout cela. C'est exact, confirma Evie. Tu es né le 15 février 1975. Les adjoints échangèrent un regard. L'officier supérieur s'avança, Monsieur Fielding, retournez-vous et placez les mains derrière le dos. Vous êtes désormais notre principal suspect dans l'enlèvement. Un adjoint a menotté Howard tandis qu'un autre confirmait par radio le mandat d'arrêt pour résidence privée. La paisible ferme s'est transformée en véritable ruche, d'autres véhicules des forces de l'ordre sont arrivés,
des techniciens de la police scientifique ont fouillé les bâtiments et les enquêteurs ont interrogé Ferdinand et Diego séparément. Dans le garage, ils trouvèrent la Cadillac sa peinture rouge cerise ternie, mais indubitablement celle de la photo. Dans le bureau d'Howard, ils découvrirent la plaque d'immatriculation d'origine dans un tiroir verrouillé, ainsi que des documents portant de faux noms Ferdinand, Diego et Marco alors qu'il aurait fallu les nommer Lucas, Noah et Gabriel. Je sais que Ferdinand est Lucas grâce à son large sourire. Diego et Noah, il a toujours eu cette agilité et cette silhouette élancée. Alors Marco doit être Gabriel, dit Evie à l'inspecteur, tout en regardant les preuves être emballées. Ils ne sont même pas mexicains, a ajouté Walter, bien que notre ascendance comprenne un certain héritage mixte, ce qui explique pourquoi ils pourraient passer pour hispaniques. Interrogé sur leur troisième frère, Ferdinand a expliqué, Howard gardait toujours Marco à la maison, jamais à la ferme. Il s'occupait des plus jeunes enfants, principalement des orphelins immigrés. Il nous a dit qu'on avait été sauvés, a ajouté Diego. Il a dit que nos parents étaient des immigrants qui avaient fait quelque chose de mal et qui avaient été emprisonnés à vie. Nous l'avons cru parce que nous étions si jeunes. Qu'est-ce qu'il t'a fait ? Demanda doucement un détective. Les deux hommes semblaient mal à l'aise. Rien de grave ces 20 dernières années, dit finalement Ferdinand. Il s'attendait à une obéissance absolue. Mais notre enfance a été dure, ajouta Diego d'une voix douce. Il nous punissait souvent, il nous obligeait à nous déshabiller, nous touchait de manières étranges, puis nous frappait avec un bâton en rotin. Il disait que c'était une sanction pour ne pas avoir écouté ou avoir été méchant. Maintenant, nous comprenons ce qu'il a fait, a déclaré Diego. Mais nous pensions que nous étions si mauvais qu'il devait nous traiter ainsi pour notre bien. Plus tard dans la soirée, alors que le crépuscule s'installait sur la ferme, l'équipe de la résidence privée a appelé. Nous avons trouvé Marco, a rapporté l'agent, avec 8 enfants âgés de 4 à 10 ans. Nous les transportons à l'hôpital, beaucoup semblent effrayés et traumatisés. Comment va-t-il ? Demanda Evie avec anxiété. Désemparé, mais en bonne santé, répondit l'agent. Nous vous avons brièvement expliqué. Lui, Ferdinand et Diego vous retrouveront au poste, vous et votre mari. À la tombée de la nuit, Evie et Walter furent escortés jusqu'à une voiture de police pour les conduire au poste. Ferdinand et Diego les suivirent dans des véhicules séparés, chacun avec un inspecteur à leur bord. Evie prit la main de Walter tandis qu'ils quittaient ce lieu qui avait été à la fois prison et domicile de leur fils pendant 3 décennies. Nos garçons, murmura-t-elle. Nous avons retrouvé nos garçons. Sous une lumière fluorescente crue, Evie était assise dans une salle d'interrogatoire, un gobelet en polystyrène rempli de café tiède, intact devant elle. L'inspecteur Martinez était assis en face d'elle, un enregistreur entre eux. Elle racontait le jour où son monde s'était effondré, 30 ans auparavant. Notre communauté était très soudée à l'époque, expliqua-t-elle, les mains jointes. Tout le monde se connaissait. Monsieur Howard était respecté, c'était le professeur préféré des garçons, et il les raccompagnait parfois chez eux avec l'accord de leurs parents. Elle décrivit cet après-midi fatidique, la voix ferme malgré la douleur persistante. Walter et moi étions à la maison, mais nous laissions souvent les enfants jouer dehors quelques heures. En 1981, les voisins connaissaient les garçons, alors nous nous sentions en sécurité. Tu ne les as pas vus prendre ? Demanda doucement Martinez. Evoli secoua la tête. Je faisais des corvées dans l'arrière-salle. Walter réparait quelque chose dehors. Aucun de nous ne regardait par la fenêtre. Une minute, ils jouaient dans le jardin, la minute suivante, ils avaient disparu. L'inspecteur acquiesça avec sympathie et prit des notes. Nous avons interrogé Monsieur Fielding et le personnel de la ferme. Compte tenu de son âge et de son état de santé, il a préféré avouer plutôt que de contester les accusations. Evoli se redressa. Qu'a-t-il dit ? Il a dit qu'il s'était toujours senti proche des triplés, a répondu Martinez. Cet après-midi-là, il a décidé de les emmener avec lui. Il a continué, il les a attirés avec de la glace et une balade dans sa Cadillac où Lucas en particulier était fasciné. Lucas surtout, murmura Evie.
Fielding avait planifié l'enlèvement à l'avance, a poursuivi Martinez. Il a emballé le nécessaire, falsifié les documents du comté, est revenu plus tard sous une fausse identité, a acheté la ferme au comptant via une fausse SARL et a prétendu diriger une association pour les enfants migrants. Comment pourrait-il n'y avoir aucun témoin, demanda Walter. Le détective a expliqué, on lui faisait confiance, on lui proposait une glace et une promenade dans sa voiture de luxe. Les triplés étaient connus pour errer dans les environs, donc personne ne se demandait s'il les avait vus avec lui. Exactement, a confirmé Martinez. Après la visite des glaciers, Fielding les a convaincus de ne pas rentrer tout de suite. Il leur a dit que leur maison était en danger et que leurs parents étaient impliqués dans une affaire criminelle. Au fil du temps, il a fait subir un lavage de cerveau au garçon. Il lui avait accordé une confiance si totale qu'il était relativement facile de les manipuler, il n'avait que 6 ans. Walter prit la main d'Evie, le visage sombre. L'inspecteur poursuivit en expliquant que leurs parents leur avaient caché leurs véritables origines, qu'ils vivaient illégalement aux États-Unis et qu'ils avaient tous deux été emprisonnés. Il les endoctrina progressivement avec ces histoires, allant jusqu'à créer de faux albums photos pour étayer ses mensonges. Donc, le mobile du kidnapping de nos garçons était simplement la fascination, demanda Evie, incrédule. L'expression du détective s'assombrit. Nous avons enquêté sur les antécédents de Fielding. Il a perdu toute sa famille, sa femme et ses jumeaux dans un incendie au début des années 70. Il semble qu'il ait subi une dépression nerveuse, même s'il a réussi à fonctionner en société. D'après ses déclarations et son évaluation psychologique, il en est venu à croire que certains enfants étaient destinés à lui, notamment ceux qui avaient des liens affectifs forts, comme les triplés. Evie ferma les yeux, essayant de comprendre la logique tordue qui avait volé 3 décennies à sa famille. Que va-t-il se passer maintenant? Demanda Walter. Fielding devra répondre de plusieurs chefs d'accusation, enlèvement, maltraitance d'enfants, séquestration, usurpation d'identité, entre autres. Les plus jeunes enfants retrouvés à son domicile sont actuellement examinés et nous travaillons à leur identification et à la recherche de leur famille, a répondu l'inspecteur. Il se leva, puis s'adressa doucement à un officier dans le couloir. Quelques instants plus tard, la porte se rouvrit. Ferdinand, Diego et Marco Lucas, Noah et Gabriel se tenaient, hésitants, dans l'embrasure. Bien qu'ils fussent devenus adultes, Evie reconnaissait encore ces petits garçons dans leurs traits, le large sourire de Lucas, le regard pensif de Noah, la silhouette plus menue de Gabriel. Pendant un long moment, personne ne bougea. 30 ans de séparation les séparaient comme un mur invisible, une vie d'anniversaire manquée, de remise de diplôme, de chagrin et de triomphe. Puis Evie se leva de sa chaise, un sanglot étranglé s'échappant de sa gorge. Elle fit un pas hésitant en avant, puis un autre. Walter se tenait à ses côtés, des larmes coulant sans vergogne sur son visage buriné. « Mes garçons, » murmura Evie. « Mes beaux garçons. » Quelque chose dans sa voix sembla percer. Lucas fut le premier à bouger, traversant la pièce en 3 longues enjambées pour serrer sa mère dans ses bras. Noah et Gabriel suivirent immédiatement, et Walter s'avança pour compléter le cercle. Ils restèrent là, 5 personnes serrées les unes contre les autres comme si elles craignaient de disparaître à nouveau, les larmes mêlées tandis que 3 décennies de chagrin et de perte se déversaient dans un flot d'émotions. « Je n'ai jamais cessé de te chercher, » dit Evie à travers ses larmes, touchant tour à tour leur visage, réapprenant les contours qui avaient changé de l'enfance à l'âge adulte. « Pas un seul jour. »« On ne le savait pas, » dit doucement Gabriel. « On pensait que tu étais parti. »« Mais nous y sommes maintenant, » dit Walter, la voix chargée d'émotion. « Nous y sommes tous maintenant. » De l'autre côté de la fenêtre de la salle d'interrogatoire, la nuit s'était épaissie, les étoiles apparaissant dans le vaste ciel texan. À l'intérieur, une famille déchirée par l'obsession perverse d'un homme entamait les premiers moments de guérison, se serrant les coudes dans la lumière crue des néons d'un commissariat de police d'une petite ville enfin, miraculeusement réunie.